Donc je vous demande d'accueillir Gabriel Jarosson, parce que ça se prononce comme ça, investisseur privé et business angel, après avoir lui-même créé plusieurs startups. Il est aujourd'hui à la tête de Léonis Investissement. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonjour, bonsoir à tous. Je suis très content d'être là. Merci pour vos applaudissements. On verra à la fin si je les mérite. Alors, je suis venu ici en préparant une présentation, puis il n'y a pas d'écran derrière moi, donc je vais faire sans présentation. C'est pas grave, c'est une bonne sortie de zone de confort. Et je vais m'appuyer très rapidement sur quelques notes, mais au début un peu plus, et puis ça va aller. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de comment investir dans les startups. Comment investir dans les startups de la Silicon Valley et comment investir comme les ultra riches, puisque pour investir dans les startups en général, il faut des millions. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez investir sans avoir des millions et des millions à y investir. Et j'avais noté comment j'ai transformé 5 890 € d'investissement en 72 770 € de profit en moins de 3 ans. Évidemment, les chiffres, d'habitude, ils sont écrits pour tout le monde. Je vais les lire, mais c'est pas grave. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est unique. C'est unique parce que je vais vous parler des startups de la Silicon Valley. Les startups de la Silicon Valley, vous les connaissez en fait. Vos youtubeurs préférés, ils utilisent YouTube, qui est une startup de la Silicon Valley. Vous connaissez Google, vous connaissez Facebook, vous connaissez Uber, Airbnb. Vous les utilisez tous les jours. Elles sont mondiales et c'est la Silicon Valley l'endroit où naissent les géants technologiques de demain. Qui dit géant, dit des boîtes qui créent énormément de valeur et des investisseurs dans ces boîtes qui deviennent très riches. Donc, c'est pour ça que c'est unique. La Silicon Valley, c'est un endroit unique et je suis l'unique personne qui peut vous aider à investir dans la Silicon Valley et c'est ça dont je vais vous parler. Alors, pour vous raconter comment j'en suis arrivé à investir dans ces startups de la Silicon Valley, pour vous raconter pourquoi je suis la bonne personne à écouter sur ce sujet, il faut que je vous raconte comment j'en suis arrivé là, un tout petit peu sur mon parcours. Donc, je suis ingénieur à l'origine, j'ai fait des études d'ingénieur. Ça ne me plaisait pas du tout. Je détestais ça. Et donc, pendant mes études, j'ai créé ma première boîte. Mon premier client, c'était mon école. Il y avait un besoin. Je leur ai dit, vous êtes prêts à me payer? Ouais, bon, bah ok, payez-moi, c'est quoi? Et puis, je suis sorti d'école, j'ai continué à monter des boîtes. Et quasiment systématiquement, j'ai échoué. Monter des boîtes, c'est bien, mais faut que ça marche. Il faut gagner de l'argent, il faut grossir. Voilà. Bon, ça marchait pas. Alors, c'est pas très agréable de monter une boîte et de se planter. On se remet en question, on dit j'arrive pas parce que je suis nul, je suis pas assez fort, je suis pas assez intelligent. Je vois d'autres boîtes réussir, la mienne elle réussit pas, pourquoi, etc. Mais en se remettant en question à chaque fois, on recrée une boîte, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, on échoue à nouveau. Comme c'est désagréable, on réfléchit, on se dit bah, pourquoi j'ai échoué. Je vais essayer de pas refaire la même erreur la fois d'après, ce serait pas bête. Et donc, monter plein de boîtes dans plein de domaines, plein d'échecs, plein d'apprentissages. Je dis, ok, bon, ça c'est une erreur, okay, j'ai compris, ça marche pas, je le referai plus. Ça c'est une autre erreur, je le referai pas non plus, etc. Après avoir monté 5, 6, 7, 8 boîtes, je commençais à avoir fait beaucoup d'erreurs et à avoir une bonne vision de ce qui marchait pas dans les startups. Et quand je voyais plein de startups autour de moi, j'en voyais beaucoup faire les mêmes erreurs. Je disais, bah, ok, toi tu fais cette erreur, je me souviens, je l'ai faite il y a 3 ans, je me suis planté, désolé, probablement ça va pas marcher parce que tu fais les mêmes erreurs que moi. Et puis de temps en temps, je voyais des startups qui faisaient aucune de ces erreurs. Je me dis, les mecs sont trop forts, c'est des génies, bravo. Vous faites pas les erreurs que moi j'ai faites, donc chapeau les gars, vous êtes super forts. Et donc, je pense que votre boîte, elle va réussir. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai pigé, à mon avis, cette boîte, elle va réussir. Comment je peux en tirer profit ? Je vais pas monter la même boîte. Ils ont commencé avant moi, ils ont de l'avance, etc. Je vais essayer d'aller les voir et de m'associer avec eux. Ils vont me dire non, mais on a créé la boîte sans toi. T'es qui? Tu veux t'associer? Donc je me suis dit, je peux investir dans cette boîte. Les startups, elles cherchent de l'argent, des levées de fonds. Si je pense qu'elle va réussir, je dis j'investis dans la boîte. La boîte va grossir, mon investissement va grossir, je vais gagner de l'argent. Donc, ok, je décide d'investir dans les boîtes. Je vais voir quelques entrepreneurs et je leur dis bah voilà, ta boîte, tu fais pas les mêmes erreurs que moi, tu vas réussir. Je voudrais investir chez toi. Beaucoup me disent non, t'es qui en fait? J'ai pas envie je te connais pas, ça m'intéresse pas. Bon, il y a quelques mecs qui me disent ok, tu peux investir, t'as monté des boîtes avant, t'as de l'expérience, viens nous aider, pas de problème, tu nous fais un petit chèque de 50 000 € et on y va.
où j'ai mis mes 50 000 euros déjà. Ah oui, j'avais pas 50 000 euros, évidemment. Et donc, je me dis, mais attendez, moi je voulais investir, mais 2 000 euros, tu vois, pas 50 000. Bon, il manque 48 000, bon, c'est un peu embêtant. Et donc, je me faisais retoquer. Je me disais, cette boîte, je l'ai identifiée, ils font pas d'erreur, les mecs sont smart, ils vont y arriver. Si j'investis, je vais gagner de l'argent. Le mec veut bien que j'investisse, mais il me manque 48 000 euros. C'est un peu con. Bon. Alors, j'arrive quand même à investir dans certaines boîtes. Il y a les plateformes en ligne de crowd equity, etc. Et je regarde ces plateformes et je trouve que la qualité des boîtes sur ces plateformes n'est pas terrible. Je me dis, mais où sont sur les plateformes les Blablacar, les Doctolib, où sont les licornes? Moi, je vais investir dans les licornes. Et sur les sites, on a le petit projet de bière artisanale du quartier. Bon, c'est pas le même potentiel. Et donc, pareil, je sors des sites. Sur les sites, on peut investir avec des faibles montants. Je sors des sites, j'essaye d'aller voir les startups en direct. Même histoire, il te faut 50 000 euros. J'arrive avec pénibilité en quelques années à faire quelques investissements. Et puis, sur mes 3 premiers investissements, 2 ans plus tard, je fais 2 sorties, 2 exits. C'est-à-dire que j'avais investi dans un cas 2 000 euros, j'en récupère 6 000. Dans l'autre, j'avais investi 5 000, j'en récupère 15 000. Sans avoir rien fait, en 2 ans, 10 000 de plus-value, 4 000 de plus-value. Bon. Évidemment, trop fier. J'en parle à tout le monde. Regarde, ouais, je suis trop fort. T'as vu, j'ai investi et tout. Bon. Et je commence à avoir des gens qui me disent « Ok, partage-nous tes bons plans. C'est sympa, tu as gagné 10 000 euros, tu n'as pas travaillé. Moi, je veux bien gagner 10 000 euros sans travailler. C'est parti, on investit ensemble. » Et voilà, ce jour, un beau jour de 2017, j'ai eu un déclic qui a changé ma vie et qui, j'espère, changera la vie de milliers d'investisseurs. Je me suis dit, attends, d'un côté, j'ai pas assez d'argent pour investir dans les belles boîtes. De l'autre côté, on va faire comme ça. De l'autre côté, j'ai tous ces gens qui veulent investir avec moi. Et si on se réunissait, on n'a qu'à mettre notre argent ensemble, en commun, puis on va faire un groupe et on va investir ensemble dans les startups. Moi, je trouve la startup, tout le monde met son argent là. Et donc, j'ai créé en 2017 Léonis Investissement, qui fonctionne sur ce concept-là. Alors, au début, j'ai fait avec mon père, mon frère, 2 copains. Hein. Je trouve une boîte, je négocie comme un fou pour qu'au lieu de 50, elle accepte 35 000. Donc on était 7, on met 5 000 chacun, ça fait 35 000. J'ai dit, ok, tout le monde est bien, ok, faites votre virement de 5 000 euros. Puis il y a un des gars qui dit, ah non, en fait, là, j'ai pas de liquidité, faites sans moi. Donc je rappelle la startup, en fait, c'est que 30 000. Il me dit, laisse tomber, on n'y arrive pas. Bon, galère, bon. Et puis, petit à petit, je commence à créer une chaîne YouTube, à parler d'investissement. Donc Léonis Investissement, chaîne YouTube, à parler d'investir dans les startups. Et je trouve des gens qui veulent investir avec moi. On commence à investir en France. Ça marche, on est 50, on est 100, on investit 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Ça commence à marcher. Les boîtes, tu arrives avec 200 000, ça va, c'est cool, ça le fait. Et puis ce jour-là, je me dis, mais finalement, elles sont où les meilleures startups du monde? Elles ne sont pas en France. Pourquoi je raisonne avec la France? On vit dans un monde connecté, Internet, on peut prendre l'avion, etc. Et donc, j'ai pris un billet d'avion, j'étais à San Francisco, et puis j'ai été rencontrer des gens. Et puis j'ai été les voir en disant, bah voilà, moi j'ai 200 000 euros, ça fait, je sais pas, à l'époque, 250 000 $, aujourd'hui beaucoup moins. On voudrait investir dans des boîtes, voilà. Et donc, on a commencé comme ça, très doucement, et aujourd'hui, Léonis Investissement, c'est donc plus de 30 millions de dollars investis dans les startups de la Silicon Valley. On est plus de 300 membres investisseurs. Ce qui est intéressant, c'est que ces 30 millions investis à date, ils valent 83 millions de dollars. Donc il y a plus de 50 millions de dollars de valeur qui a été créée. Donc ça, c'était un petit peu pour vous raconter comment j'en suis arrivé là, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter plein de choses très intéressantes, plus intéressantes que ma vie. Donc ça m'a valu le surnom de Norman de l'investissement par BFM Business, quand même, c'est sympa. Il y a une slide avec plein de logos, Le Figaro, M6, Les Échos. Quand dit comme ça, c'est plus beau gosse sur une slide, mais bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai co-investi avec les meilleurs fonds d'investissement de la planète, Sequoia, Andreessen Horowitz, et je suis l'auteur de ce livre très important, qui en dit beaucoup plus long sur les critères d'investissement. Je vais quand même vous en parler maintenant, mais si vous voulez aller plus loin, dont la préface est de Xavier Niel. Et Xavier a dit « Cet ouvrage est un guide pratique pour tous les acteurs de l'écosystème ». C'est quand même gentil de sa part, en plus d'avoir écrit la préface. Ok, alors, ça c'était un petit peu l'introduction pour que vous compreniez mon parcours, comment j'en suis arrivé là. Je voudrais repartir sur des bases. Là, je vous parle d'investir dans les startups. Qu'est-ce que c'est investir dans les startups, concrètement? Beaucoup de gens
peut-être ici, beaucoup de gens en général, croient que, et c'est normal, qu'investir dans les startups, c'est on prête de l'argent à la startup. Pourquoi beaucoup de gens croient ça? Parce que c'est ce qu'on leur raconte. C'est faux. Il y a beaucoup de sites qui proposent de prêter de l'argent aux startups ou aux entreprises et qui disent « vous investissez dans les startups ». Le vocabulaire utilisé n'est pas bon. En fait, un prêt, vous connaissez tous ce que c'est un prêt, hein, peut-être pour acheter de l'immobilier, ça vous est déjà arrivé. Quand vous prêtez à la startup, vous lui prêtez de l'argent, il y a un taux d'intérêt, elle vous rembourse. Vous prêtez 100 €, il y a 7% de taux d'intérêt, elle vous rend 107 €. Je sais que les calculs ne sont pas bons, mais voilà. Grosso modo, c'est ça. Quand on investit, on ne prête pas de l'argent. Quand on investit, on va acheter des parts de l'entreprise, on va acheter des actions. Donc, il y a une valeur de l'entreprise. L'entreprise vaut 500 €, c'est pas cher. Vous investissez 100 €, donc 100 sur 500, vous détenez 20% des parts de l'entreprise. Okay, donc, c'est important de comprendre cette distinction parce qu'il faut bien comprendre que, du coup, l'entreprise, quand on investit, la start-up, elle ne rembourse pas. C'est pas un prêt, donc elle ne rembourse pas. Et là, du coup, tout le monde se pose la question, mais comment on gagne de l'argent? La startup, elle ne rembourse pas, j'ai pas compris. Alors, comment on gagne de l'argent? On gagne de l'argent lorsqu'il y a un événement qui s'appelle l'exit. L'exit, à la sortie, comme tout le monde l'aura compris. L'exit, il y a deux cas principaux. La startup se fait racheter. Vous avez tous entendu parler d'une startup qui se fait racheter. Ou la startup entre en bourse. Vous avez tous entendu parler de startup qui rentre en bourse, surtout dans la Silicon Valley. Ça tombe bien. Alors, est-ce que ça rapporte beaucoup? Du coup, c'est quoi cette histoire? Peut-être que je préfère lui prêter des taux d'intérêt, etc. Je vais vous donner un petit exemple. Alors normalement, j'ai la vraie photo du gars. Il s'appelle Jason. Bon, imaginez Jason, c'est un Américain. Voilà, exercice de créativité. Jason, il est là sur mon écran, mais tant pis. Voilà. En 2009, il est à San Francisco, il est investisseur. Il rencontre une petite start-up qui s'appelle UberCab. UberCab fait des limousines à San Francisco. Et il investit 25 000 $ en 2009. 25 000 $ déjà, et Jason, il n'a pas de problème d'argent. Hein, okay, mais il investit 25 000 $ dans UberCab en 2009. UberCab, les plus perspicaces d'entre vous l'auront deviné, devient Uber, devient mondial, et en 2019, donc 10 ans plus tard, Uber entre en bourse au Nasdaq. Le jour de l'entrée en bourse, Uber est valorisé à 82 milliards de dollars. Coquette somme. Alors, question, devinette, il va falloir parler fort parce que je suis loin. Combien valaient les 25 000 $ de Jason qu'il avait investi 10 ans plus tôt, le jour de l'entrée en bourse, sur une valeur totale de 82 milliards? Celui qui est le plus près gagne. Qu'est-ce qu'il gagne? Une place au concert de Muse, on peut faire ça? Non, on ne peut pas faire ça. Non. Alors, allez-y, dites-moi, les 25 000 $, 10 ans plus tard, combien ils valent? 25 milliards. 27. 53, 25, ah ouais, vous êtes tous partis dans les milliards, genre ça vaut plus que la boîte et tout. Qui d'autre? 150 millions, plus proche. 225, ok, pas mal, pas mal. Ah, du coup, forcément, merci d'avoir mis la barre à 50 milliards, tout le monde va être déçu, voilà, super. Je suis complètement hors champ, ouais, c'est pas grave, voilà, bonjour. Donc, le chiffre, c'est 124 millions, ok, sans travailler, hein, il n'a rien fait. Il a attendu 10 ans, 25 000 $. 124 millions de dollars. Okay, donc, pour se mettre à notre échelle à nous, parce que lui, 25 000 $, il les met comme ça, c'est des M&M's, moi non. Si on enlève une virgule, on divise tout par 10. Si on avait mis 2500 $ au lieu de 25 000, ça c'est jouable. On enlève une virgule, c'est moins cool d'avoir 12,4 millions que 124 millions, mais 12,4 millions c'est bien. Donc, voilà, on peut se payer le resto le soir, ça va quoi. Voilà. Donc, voilà, Jason, il est devenu célèbre pour ça, évidemment. Ok, quelques autres exemples. Airbnb, vous avez entendu parler d'Airbnb. Le premier investissement, 20 000 $. 10 ans plus tard, pareil, donc 10 ans, hein, ça prend le temps. 10 ans plus tard, les 20 000 $ sont devenus 3 630 millions en toute détente. Okay. Et Coinbase, un fonds d'investissement qui avait mis 300 000 $, donc pareil, 300 000 $, hein, c'est pas des gens qui ont des problèmes d'argent, ça se transforme en 680 millions, tranquillement, voilà. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est la Silicon Valley. Hein, comme je dis, c'est un endroit unique sur Terre où les géants technologiques sont créés. Et c'est ça, investir dans les startups, c'est ça qu'on peut avoir comme résultat. Pourquoi on peut avoir ce résultat-là quand on investit dans les startups de la Silicon Valley? Eh ben, la Silicon Valley, encore une fois, la technologie, endroit unique sur Terre, ils ont les meilleurs talents, ils ont le meilleur financement, ils ont un très gros marché. Et du coup, investir dans les startups de la Silicon Valley, c'est un investissement asymétrique. Alors, vous savez tous que quand on investit, il y a le risque et la rentabilité. Prenez votre argent, vous mettez dans un coffre à la banque,
aucun risque, tout va bien, aucune rentabilité. À l'inverse, vous devenez vendeur de cocaïne devant Matmut Atlantique Bordeaux, rentabilité de fou. Vendre de la cocaïne, c'est trop bien, c'est super rentable. Problème, très risqué. Prison, se faire buter, pas ouf. Voilà. Donc entre les deux, il faut trouver quelque chose. Bon, eh ben, investir dans les startups de la Silicon Valley, c'est asymétrique, c'est-à-dire qu'on a une déconnexion, on n'a pas le même risque, c'est pas sur la courbe habituelle du risque et de la rentabilité. Pourquoi ? Je sais, hein, je fais juste une pause pour l'effet dramatique, hein, vous inquiétez pas. Pourquoi ? Eh bien en fait, quand on investit dans une startup, le gain maximum qu'on peut avoir, c'est l'argent qu'on a investi. Jusque-là, c'est logique. Donc tu investis 2500 € dans une startup, le pire, du pire qui puisse t'arriver, tu perds 2500 €. Bon. Donc, potentiel de gain extrêmement limité. Enfin, limité à la somme que tu as mis. Le gain, lui, illimité. On a vu, 20 000 $, 3 milliards 600, je sais plus combien, millions, chiffres que on peut même pas comprendre ce que c'est. Okay, donc, investir dans les startups de la Silicon Valley, c'est une opportunité d'investissement asymétrique. On peut perdre un petit peu, on peut gagner beaucoup. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, je veux investir que là-dedans en fait. C'est le premier code de triche de l'investissement. Il y a 2 codes de triche. Le premier code de triche, c'est ça, c'est on peut perdre un peu, on peut gagner énormément. Donc voilà, je me suis dit, bon, je veux faire ça. C'est une bonne idée. Le micro est encore entier, c'est bon. Le problème, on l'a dit, c'est que, ok, investir dans les startups, perte limitée, gain illimité, mais pour investir dans les startups, il faut être millionnaire. On est d'accord, il faut avoir énormément d'argent, il faut avoir 50 000 $. Eh ben non, aujourd'hui, grâce à certains sites internet, je peux vous citer SoWeFund, il y a des fans dans la salle, je sais, on peut investir à partir de 100 € dans une startup, et évidemment, dans le club Léonis Investissement, à partir de 2500 €, donc c'est très, très abordable. Donc pas besoin d'être millionnaire, espérance de gain énorme, c'est génial. Mais je suis sûr que certains d'entre vous se disent la chose suivante. C'est bien beau son histoire de start-up, mais ce qu'il oublie de nous dire, c'est que 9 startups sur 10 échouent. Ah, c'est vrai ça, 9 startups sur 10 échouent. C'est vrai, c'est une vraie statistique. Bon. Alors c'est un petit peu embêtant, on peut gagner beaucoup, mais en fait on va faire que perdre de l'argent, ça marche pas ce truc. Bon. Alors, 9 startups sur 10 échouent si on prend toutes les startups au hasard, d'accord ? Si on prend les startups de la Silicon Valley, c'est un peu moins. Si on prend les startups qui sont dans un incubateur, c'est encore moins. Si on prend les startups qui sont dans le meilleur incubateur du monde, dont je vous reparlerai tout à l'heure, c'est encore moins. Mais surtout, il existe des critères très précis que j'ai mis au point pour déterminer en amont si la startup va réussir ou si elle va échouer. Je vous précise, quand la startup échoue, 9 startups sur 10 échouent, quand elle échoue, l'argent c'est fini, c'est zéro. C'est pas ça a baissé de 30%, je récupère un peu, non, c'est ciao. Il n'y a plus d'argent, c'est fini. Okay, donc beaucoup de gens pensent qu'investir dans les startups, c'est comme jouer au casino. Je joue au casino, tu poses sur le numéro 33, peut-être tu vas gagner beaucoup, mais probablement que ton argent il va disparaître parce que c'est pas le 33 qui est tombé. Bon. Avec ces critères, tu peux prédire en amont si une startup va réussir ou non. Et je vais vous les révéler, c'est pas du teasing, je vais vous en parler, vous inquiétez pas, restez dans vos sièges. Et donc, deuxième code de triche de l'investissement, tu sais en amont, avec les critères, si la boîte va réussir ou pas. Si la boîte va réussir, tu investis dessus, et tu vas gagner de l'argent. Si la boîte va pas réussir, tu n'investis pas dessus, elle va à zéro, et tu n'as pas investi dessus, donc tout va bien. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ces critères ? Les critères. On y va. J'ai pas regardé du tout à quelle heure j'ai commencé, alors que je t'avais dit que je regardais, tu sais ou pas ? Non ? Bon, c'est pas grave. On y va. Ok, deuxième code de triche. Ok, les critères, on est là. On est bon. Donc, le premier critère, je les connais, c'est l'ordre et tout. Le mec connaît pas ses critères, il vient faire la conf, c'est terrible. Le premier critère, c'est l'équipe. Alors, ouais, putain, super, la surprise. Le premier critère, c'est l'équipe. Tout le monde nous a toujours dit ça. C'est vrai, c'est pas très original. Je l'ai mis en premier parce que c'est le plus important. Les fondateurs, qui y sont, leur histoire, leur ambition, etc. Mais, donc je le mets en premier, c'est le plus important, mais je ne vais pas m'étendre parce que j'ai rien d'original à vous dire là-dessus. Tout le monde vous le dira dans l'investissement, l'équipe c'est le plus important. Donc je vous le dis aussi, mais j'ai pas d'astuce à vous donner, c'est une question d'humain à humain, de rencontre, de feeling, d'expérience, etc. Donc, premier critère, l'équipe, mais on passe vite. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, ça marche pas l'ordinateur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 critères de base, plus 3 critères extrêmement importants, ça fait 9. Voilà, va falloir se concentrer. Après, on aura fini. Donc, le premier, c'est l'équipe. Le deuxième critère, c'est le marché.
Alors, on en a parlé, quand on investit dans une startup, on veut gagner beaucoup d'argent. Donc il faut que la startup, elle vale beaucoup d'argent. Pour valoir beaucoup d'argent, il faut qu'elle gagne beaucoup d'argent. Jusque-là, vous me suivez, c'est logique. Pour qu'elle gagne beaucoup d'argent, il faut qu'elle ait beaucoup de clients, il faut qu'elle ait un très gros marché. Pour avoir un gros marché, il faut un marché déjà qui n'est pas en décroissance. Je donne un exemple. Je rencontre un entrepreneur qui me dit on digitalise la remise de chèques en ligne. Bah, c'est super intéressant, tout le monde fait des chèques, sauf que c'est en décroissance, il y a 10% de chèques en moins chaque année. Donc ton marché va disparaître. Quand il n'y aura plus de chèques, il n'y aura plus de start-up. Donc ça ne m'intéresse pas. Un marché au moins stable, idéalement en croissance. Deuxième condition, et c'est plus dur à remplir, parce que des marchés en croissance, il y en a plein, il faut un marché suffisamment grand. Donc je donne un deuxième exemple. Je rencontre un entrepreneur qui me dit je fais le Doctolib des notaires. Les notaires, ça doit vous parler aussi, j'imagine. Doctolib des notaires, ok. Combien tu vends ta solution aux notaires? 1 500 € par an, ok. Combien il y a de notaires en France? 15 000, ok. Tu penses que tu peux avoir quel pourcentage du marché? Il me dit, en quelques années, on peut atteindre 10%. Tu n'as jamais 100% d'un marché. Hein. Doctolib, qui est omniprésent, ils ont à peu près 30% de part de marché. Donc il me dit 10%, je ne vais pas faire Doctolib la première année. Ok. Donc 10% de 15 000 notaires, 1 500 notaires, fois 1 500 € par an. Je sens que tu sais. 1 500 fois 1 500. Non, c'est pas bon. 2,2 millions d'euros. Voilà. Donc une boîte qui peut au maximum, grosso modo, dans quelques années, si tout va bien, elle fera 2 millions d'euros. Alors attention, je ne vais pas dire t'es trop un loser, tu fais que 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est génial. 99% des gens rêvent de faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est top. Mais moi, en tant qu'investisseur, je ne veux pas une boîte qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est trop petit. Même si tu n'as pas 10%, mais tu as 20% du marché, bah, tu feras 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est toujours trop petit. Donc on veut un gros marché. Je lui réponds ça et il me dit ah mais après on va aller faire l'Allemagne, on va aller faire l'Espagne. Attends, aujourd'hui ta boîte elle est en France, elle marche en France, je ne sais pas si tu es capable de dupliquer le modèle. Sur la France, ton marché il est trop petit, ça va pas. C'est l'un des problèmes d'investir en France, c'est que c'est un petit marché comparé à la Silicon Valley où c'est un marché mondial. Donc vous avez retenu marché en croissance. Ah je sais que tu as retenu, merci. Marché en croissance et pas trop petit. Ok, deuxième critère. Troisième critère. Alors je vais vous en parler, c'est dans le désordre mais c'est fait exprès, je vais vous en parler tout à l'heure parce que c'est un critère le plus important, donc j'en parle à la fin. Mais j'investis beaucoup uniquement dans des boîtes digitales, d'accord, sur Internet, du digital, pas du physique. Et le troisième critère, c'est la monétisation. Pourquoi? Parce que quand on est sur Internet, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de faire du gratuit. Pourquoi beaucoup de gens sont tentés de faire du gratuit sur Internet? Parce qu'on connaît tous des boîtes qui sont gratuites et qui gagnent des milliards. Qui peut m'en citer une dans la Silicon Valley? Google, YouTube, génial. Je m'attendais à Facebook, mais vous avez raison, ça marche très bien. Ok. Qu'est-ce qu'elles ont en commun toutes ces boîtes? C'est qu'elles ont des milliards d'utilisateurs. Donc, quand tu atteins des milliards d'utilisateurs, tu peux gagner de l'argent avec la pub. Le problème, c'est que atteindre des milliards d'utilisateurs, ça va te mettre des années et des années. Et la première raison d'échec des startups, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Donc, s'il faut attendre 10 ans pour gagner de l'argent, mais qu'en fait, au bout de 3 ans, tu n'as plus d'argent, à nouveau, ça ne marche pas et les boîtes se plantent. Et il y a ce qui s'appelle le biais du survivant, que certains connaissent, c'est-à-dire qu'on connaît que les quelques boîtes qui ont réussi là-dedans, Google, YouTube, Facebook, qui gagnent effectivement des milliards, mais on ne connaît pas les milliers, probablement les dizaines de milliers de boîtes qui se sont montées dans ce secteur et qui n'ont pas réussi pour la raison que je viens de vous expliquer. Donc monétisation, il faut des boîtes qui savent dès maintenant comment gagner de l'argent, qui ne me disent pas « je fais du gratuit, on verra plus tard avec la pub ». Alors comment on gagne de l'argent sur Internet alors que sur Internet tout est gratuit? Il y a 10 000 façons possibles, il y a 2 façons principales que vous connaissez tous. La première, c'est l'abonnement. Netflix, Zoom, voilà. Tu as un service, il faut payer l'abonnement. Tu peux même faire du freemium. Zoom, c'est gratuit au début, payant après. Bon, tu fais comme tu veux. Et la deuxième grande technique, c'est la commission. Pensez à Airbnb ou à Uber. Chaque fois que vous réservez une course, voilà. Donc, une boîte qui sait comment monétiser. Troisième critère. On passe au quatrième critère. Pour vous, il est moins important parce que vous connaissez ça par cœur, c'est la marge. On parle que dans l'entreprise, dans le business, dans l'investissement de chiffre d'affaires, mais voilà, je ne vais pas vous l'apprendre. Le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la marge. C'est avec la marge qu'on embauche des salariés pour se développer. C'est avec la marge qu'on investit en publicité pour se développer. C'est sur un multiple de la marge qu'on sera racheté à la fin au moment de l'exit. Donc si tu fais X millions de chiffre d'affaires mais que tu n'as pas de marge, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir combien tu mets d'argent dans ta poche à la fin de la journée. Donc, je fais plus d'éducation d'habitude, mais vous êtes évidemment un public très averti, donc on peut passer vite. Dernier, alors pareil, j'avais pas pensé. Autre critère très important, la valorisation. Donc ça c'est pareil, vous connaissez ça par cœur. Si on achète un bien immobilier trop cher, c'est déjà une mauvaise affaire. Si on achète un bien immobilier pas cher, c'est déjà une bonne affaire. Donc pareil avec une start-up. Si la start-up elle est trop chère, ça vaut pas le coup. Si la start-up elle est
voilà, faible valo, ça vaut le coup. Il n'y a pas de règles sur les valorisations, il y a autant de valorisations que de startups. Et donc, c'est beaucoup une question d'expérience, une question d'habitude, une question de comparaison. Et puis, sixième et dernier critère de base, avant de passer aux critères d'élite, les critères de fou, c'est évidemment la Silicon Valley. Je vous en ai déjà parlé brièvement. Silicon Valley, meilleur talent, plus gros marché, plus de financement. 25% du financement des startups au monde a lieu dans la ville de San Francisco. C'est juste un truc de fou. Ok, on termine avec mes 3 critères principaux. Si vous ne devez retenir qu'une chose, non perdu, que 3 choses de cette conférence, ce sont ces 3 critères. Alors pour faire un moyen mémotechnique, j'ai appelé ça la méthode ETA, pour que vous puissiez vous en souvenir. Donc effet d'échelle, traction, avantage injuste. Ok, on commence par le premier, effet d'échelle. Les effets d'échelle, vous connaissez tout ça, ça a été inventé au 19e siècle avec la révolution industrielle. Un jour, il y a des gens qui se rendent compte que si au lieu de faire une voiture, on fait une chaîne et qu'on fait plein de voitures, et qu'on met des mecs qui vissent les boulons à la chaîne, eh ben, le coût de production unitaire de la voiture baisse. Ça, ok. C'est devenu depuis une théorie économique, c'est-à-dire que quand on produit en grosse quantité, on fait abaisser le coût de production unitaire. Et puis dans les années 2000, arrive une nouvelle technologie qui change la donne, que vous connaissez tous, qui s'appelle Internet. Pourquoi Internet change la donne? Parce que ça a introduit un nouvel élément, c'est le coût de reproductibilité nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une photo sur votre ordinateur et que vous voulez l'envoyer à une personne, ou à 5 personnes, ou à 10 personnes, ça ne coûte rien. Vous faites copier-coller, vous mettez sur une clé USB, par mail, c'est gratuit. Coût de reproduction ou de reproductibilité nul. Si Tesla veut vendre 2 Tesla, 3 Tesla, ils ne font pas copier-coller. Il faut recréer une Tesla avec du matériel, avec des employés, de la carrosserie, des pneus, etc. Et donc, il y a, encore une fois, si je reviens à la base de l'économie, ce qu'on appelle les coûts fixes et les coûts variables. Sur Internet, les coûts variables sont nuls. Pour vous donner un exemple, Netflix, quand ils créent un film, ils ont des coûts fixes. Il faut payer les acteurs, il faut payer le tournage, voilà. Mais derrière, quand il y ait 1 personne, 10 personnes, 100 personnes ou 7 milliards de personnes qui regardent le film, il n'y a aucun coût variable. Par contre, ils vont gagner 5, 10, 100, 7 milliards de fois plus, parce que les gens auront payé leur abonnement. Donc, toutes les boîtes qui sont sur Internet et qui ont un coût de reproductibilité nul, elles ont un avantage énorme par rapport à toutes les autres boîtes. 0 coût variable. Donc il faut investir dans ces boîtes-là. C'est les boîtes qui, économiquement, selon la théorie économique, ont plus de chances d'y arriver, elles gagnent plus d'argent. Ok, effet d'échelle. Donc effet d'échelle sur Internet, infini. Effet d'échelle infini, digital. C'est le E de la méthode ETA. On va le répéter comme ça ce soir dans votre lit. ETA, ETA, ok. T, traction. 3e code de triche. Ah, j'ai dit qu'il n'y en avait que 2, il y a un 3e code de triche. Quand on investit dans une start-up, on veut investir dans une boîte quand elle est petite et qu'elle grossisse. Et pour beaucoup de gens, investir dans une start-up, c'est investir sur 2... D'habitude, je dis 2 gugus, mais ça peut être des femmes. D'ailleurs, on en manque, donc les femmes, montez des business, s'il vous plaît. 2 personnes et un PowerPoint. Et tu dis, ah bah ouais, j'ai une idée, on va faire ça, regarde mon PowerPoint, c'est super. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on a dit que 9 startups sur 10 échouent. En fait, 9 startups sur 10 échouent entre le PowerPoint et l'attraction. Alors, je n'ai pas défini l'attraction. Qu'est-ce que c'est? C'est assez évident. C'est une accélération du chiffre d'affaires. Il y a de plus en plus de ventes, de plus en plus de clients. Ça grossit, ça prend, il se passe quelque chose. Pourquoi 9 startups sur 10 échouent entre le PowerPoint et l'attraction? Parce que les mecs, ils t'ont dit qu'ils allaient construire un truc, mais ils ne savent pas faire. Ils t'ont dit qu'ils allaient développer un site, ils ne savent pas le développer. Ils t'ont dit qu'ils allaient quitter leur job, mais il a eu un gosse et il n'a pas quitté son job. Il t'a dit que ça allait être prêt dans 6 mois, mais en fait, ça fait 2 ans et c'est pas prêt. Ou alors, le truc est prêt, mais les clients en ont rien à foutre, ça intéresse personne. Ou alors, c'est un super produit qui intéresse les clients, mais il est tellement mauvais vendeur, il ne sait pas le vendre, personne ne l'achète. Ou c'est trop cher, ou c'est pas assez cher, et les gens n'ont pas confiance et ils ne l'achètent pas. Tout est possible. Si tu as de la traction, que tu démontres que tu as du chiffre d'affaires et que ça s'accélère, c'est que tu as déjà résolu tous ces problèmes. Tu as forcément un produit, sinon tu ne pourrais pas le vendre. Tu sais forcément le vendre, sinon tu ne serais pas en train de le vendre de plus en plus. Et donc, 3e code de triche, je vous l'ai dit, on investit dans des boîtes, on veut qu'elles grossissent, mais si tu investis et que la boîte elle est déjà en train de grossir, et en plus tu lui donnes de l'argent, donc elle va pouvoir encore plus mettre des moyens pour grossir encore plus vite, c'est déjà gagné. Tu veux investir dans une boîte qui va grossir plus tard, elle est déjà en train de grossir, donc ils ont juste à continuer à grossir et ils vont te faire gagner de l'argent. 3e code de triche. Donc E, T, effet d'échelle traction, on répète, il faut répéter pour apprendre, et bien sûr A, avantage injuste. Donc, l'avantage injuste, qu'est-ce que c'est? Quand vous investissez dans une boîte, soit ça va être une boîte qui va réussir, soit ça va être une boîte qui va échouer.
Si c'est une boîte qui va échouer, fin de l'histoire, c'est pas très intéressant. Mais si c'est une boîte qui va réussir, elle va être copiée. Vous avez vu, il y a eu Uber, et puis tout d'un coup, il y a eu Hitch, Cabify, chauffeur privé, je sais plus quoi, vous en connaissez tous 50. Toutes les boîtes qui réussissent vont être copiées. Et le problème, c'est que tu peux être copié par un pecno qui sort de nulle part. D'ailleurs, les pecnos qui sortent de nulle part peuvent réussir. Mais tu peux aussi être copié par la meilleure boîte qui va mettre 30 millions sur la table et qui va dire « Ok, nous, Uber, on va les bouffer. C'est un supermarché, j'y vais à fond. » Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai parié sur le bon cheval ou est-ce que c'est le mec qui a copié l'idée 6 mois après qui va réussir, qui va gagner? Et ben, pour savoir si c'est ta boîte à toi, celle dans laquelle tu investis, qui va gagner, il faut qu'elle ait un avantage injuste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire injuste? C'est un avantage. Ah, il y a le feu, on s'en va? Non, c'est bon? Tout va bien, ok. Personne ne réagit, il n'y a que moi qui m'inquiète, tout va bien. Qu'est-ce que c'est injuste? Injuste, ça veut dire que les concurrents ne peuvent pas le recopier, ne peuvent pas le récupérer, ne peuvent pas faire la même chose. Alors concrètement, je vous donne des exemples. Le plus connu, tout le monde connaît ça, c'est le brevet. Tu as un brevet, ton concurrent il veut faire la même chose, désolé, il y a le brevet. Sauf que tu ne peux pas breveter du code informatique, tu ne peux pas breveter une idée, tu ne peux pas tout breveter. Donc comment tu fais quand tu es dans le digital pour protéger ton idée? Il y a 10 000 façons. Il y a la recette secrète, c'est Coca-Cola. Il y a la marque, c'est Nike ou Apple. Il y a qu'est-ce que les fondateurs ont compris que les autres n'ont pas compris. Par exemple Airbnb. Tout le monde leur disait « mais vous êtes fous, moi j'irai pas dormir chez un inconnu que je connais pas ». Ils avaient compris que si tu mettais des belles photos, que tu mettais des commentaires, les gens iraient dormir chez des inconnus. Il y a ton réseau. Tu es l'ancien PDG de Visa et tu vas monter ta boîte. Je vais parier sur toi, tu vas réussir. Bon. Donc avantage injuste, méthode ETA, effet d'échelle, traction, avantage injuste. Ça c'est vraiment le saint graal de l'investissement dans les startups. Si vous investissez là-dedans, c'est génial. Alors, j'ai quasiment terminé et ça tombe bien parce que j'ai plus de temps, mais la question que vous vous posez tous maintenant c'est « Ok, Gabriel, est-ce que ça marche ?» C'est bien beau, tu nous as dit les critères, tu nous as dit que c'était les codes de triche, est-ce que ça marche? Je vous donne quelques exemples très très rapidement. Simplecast, une société, une startup dans la Silicon Valley d'hébergement de podcasts. On investit en janvier 2020 328 000 $ avec les membres du club. En juin, 6 mois plus tard, ils se font racheter et nos 328 000 $, on récupère 492 000 $. Donc 6 mois, 164 000 $ de plus-value. Okay. Il y a plein d'autres exemples. Et je voudrais vous parler d'une qui me tient vraiment à cœur, c'est Oxygène. Oxygène, c'est une néobanque aux États-Unis. On a investi en mai 2020 750 000 $ avec le club. Donc vous voyez qu'on est sur des montants sympas. Sur une valorisation, je vous ai parlé de la valorisation tout à l'heure, de 20 millions. Donc la boîte vaut 20 millions, on investit 750 000 $. En mai 2021, un an plus tard, Oxygène vaut 150 millions. On passe de 20 à 150. Ce qui veut dire que nos 750 000 $ investis, ils valent 5 625 000. Je ne connais pas de tête. Okay. Et donc, ça fait plus 4 875 000 en 12 mois pour tous les gens qui ont investi. Ça veut dire que tous les gens qui ont investi 2 000 €, un an plus tard, ça vaut 15 000 €. Okay. Et ce n'est pas terminé, puisque ça, c'était 150 millions en mai 2021, mais aujourd'hui, la boîte, elle en vaut déjà 200, donc ça continue d'augmenter, et ils préparent une prochaine levée de fonds sur une valo à 500. Donc ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Quand on sera à 500, ce sera peut-être annoncé avant la fin de l'année, les 2 000 € investis en vaudront 40 000 en 2 ans et demi. Voilà. Il y en a plein d'autres, c'est tout. Voilà. Et donc, en 2 mots, je voulais vous parler du Y Combinator. C'est le plus grand incubateur de startups au monde. Il est basé à San Francisco. Ils ont un taux d'acceptation des startups de moins de 1%. C'est dans cet incubateur qu'ont été créés Airbnb, Stripe, Dropbox, Coinbase, Twitch, DoorDash, Instacart, Reddit, Zapier, etc., etc. Et c'est là que j'ai la chance d'investir avec les membres du club Léonis dans ces startups assez exceptionnelles qui sont, à mon avis, à ma connaissance, les meilleures startups au monde et les plus beaux investissements en startup que vous pouvez faire. Si ça vous intéresse, ça s'appelle Léonis Investissement, L-E-O-N-I-S. Le plus simple, c'est de me suivre sur YouTube. Et je vous remercie infiniment, c'était trop cool de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et il y a le livre pour aller plus loin, très important, il y en a plein dans la librairie, donc pour aller plus loin sur les critères, pour comprendre comment on peut faire ça, etc. Le livre, il est en librairie, j'en ai ramené 100 exemplaires, donc lâchez-vous, sinon je vais les ramener. Et si vous voulez que je vous le dédicace, évidemment, c'est avec plaisir, je serai là ce soir et demain. Merci.